Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, des choses très visibles, genre Google I.O., ça c'est Sébastien qui l'a suivi pour nous, et puis des choses un petit peu plus subtiles, mais qui sont également dans l'actualité technologique de la semaine, et ça c'est Benoît qui s'en occupe. C'est tout de suite l'épisode 81 des Technos. Oui, les technos sont de retour comme chaque semaine avec, je vous le disais, ce Sébastien-ci et ce Benoît-là. Voilà, salut tous les deux. On va parler de plein de choses, évidemment, dans cet épisode 81, je vous le disais. Il y a beaucoup de choses à aborder, donc on va un petit peu speeder ce numéro. Donc, celui qui fait son jogging en nous écoutant va faire plutôt un sprint. Ça va être un petit peu comme ça et ça va être intensif. Avant toute chose, bien entendu, le courrier des auditeurs. Petite conversation entre Sébastien et un de nos auditeurs concernant Embarcadero. C'est ça, hein, Sébastien? Oui, c'est ça. C'est donc l'application dont toi tu te sers régulièrement pour faire du développement multiplateforme. Et donc, allez regarder en regard de la vidéo de l'épisode 80 sur YouTube. Il y a conversation. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à amener également votre petite pierre à l'édifice. D'autre part, quelques commentaires de Yannick 930 au sujet du Samsung Galaxy S7 sont à découvrir également en regard du hors-série consacré au Samsung Galaxy S7, ça va de soi. Et puis on salue Fabrice qui, sur l'épisode 80, avait quelques commentaires. On remercie également Fred Oha d'avoir repartagé le lien méga processeur. Vous vous rappelez, c'était dans les What the Fuck de la semaine dernière. Marc nous avait présenté un monsieur qui fabriquait un processeur dans son salon, mais avec des transistors. Donc ça prenait un peu de place et ça consommait quelques kilowatts d'électricité également. Mais c'est très didactique et les photos sont vraiment impressionnantes. Là aussi, je le rappelle à toutes fins utiles à tout le monde. Si vous voulez retrouver les sources de ce dont on vous parle chaque semaine, c'est pas difficile. lestechno.be, dans l'article consacré à l'épisode en question, il y a à chaque fois en regard de chaque news le petit lien qui va bien vers la source ou vers le site d'origine, etc., etc. On ne vous cache rien, c'est notre façon à nous de voir l'actualité technologique chaque semaine, c'est leur façon à eux de la décrire, c'est-à-dire cette semaine Sébastien et Benoît, et on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien les petits lapins, avec la lettre A. A comme, c'est quand Benoît est là, vous allez dire Apple, pas du tout. A comme ampleur. Alors, c'est quoi ampleur, Benoît? Ampleur, c'est un vélo à assistance électrique qui cache bien son jeu. C'est-à-dire qu'il est construit pour qu'on voit vraiment pas que c'est un vélo à assistance électrique. Je pensais que ça valait la peine d'en parler parce qu'on a fait un hors-série il y a pas très longtemps sur le sujet et tu m'as posé plusieurs fois la question. Ouais. Et est-ce que ça se voit? Est-ce que ça peut être discret? Est-ce qu'on s'en rend compte? Etc. Et il y a quelques marques qui proposent des vélos qui sont assez discrets, mais alors là, chez Ampler, ils ont vraiment poussé le concept très très loin. Parce que généralement, ceux qui essaient de faire des vélos où on voit pas trop la batterie, ça donne des vélos très, très modernes, très design dans le style, qui sont vraiment, tu vois peut-être pas la batterie, mais tu vois que c'est un vélo haut de gamme. Oui, et là, ils sont sur un vélo, mais qui est clean enfin, c'est vraiment, tu vois pas, t'as l'impression que c'est un vélo tout à fait banal. Oui, complètement. Et la batterie est dans le cadre. Et c'est assez impressionnant. Et puis bon, pour le reste, c'est un vélo assistance électrique assez classique. Donc, il te pousse jusqu'à 25 km/h. Alors, on peut le pousser avec l'application, on peut l'amener à te pousser jusqu'à 35 km/h, ce qui est évidemment complètement illégal, puisque là, oui. On fait un cyclomoteur. Ça fait une moto. Un casque. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais. Mais si on le laisse par défaut, il est 25 km/h, donc dans les règles normales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus vite, mais ça veut dire que l'assistance se coupe quand on va plus vite. Et ce que moi j'ai trouvé vraiment impressionnant, alors il existe pour le moment sous forme d'une campagne de crowdfunding, donc c'est évidemment sur base de ce qui est décrit, de ce qui est annoncé qu'on peut juger, c'est que tu vois le cadre, il y a un bouton d'allumage, il y a un petit port pour recharger, ouais. Et il y a rien d'autre. C'est clean, c'est incroyable. Ah, c'est super bien caché, c'est comme dans un vélo dopé, comme on nous l'avait montré, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, le moteur est dans le tube du cadre. C'est une société des pays de l'Est, il me semble. Hein, oui, c'est estonien. Estonien, c'est ça, voilà. Donc, et alors, parce que je sais que tu vas demander le prix, ça démarre à $2,000. C'est quand même pas donné, mais... C'est pas donné, c'est tout pour un crowdfunding, hein, donc ouais. Il faut quand même bien réfléchir.
voilà, mais l'idée est sympa. Oui, parce que du coup, ça relève aussi de la question que j'avais posée dans le hors-série consacré au vélo à assistance électrique, rappelle-toi Benoît, où j'avais dit, ce serait quand même pas mal que ces vélos soient un petit peu banalisés, entre guillemets, parce que ça peut susciter la convoitise. Ici, on le laisserait un tout petit peu rouillé. Il serait un petit peu sale, il passe pour un vélo hollandais classique. Voilà, exactement. Dans 6 mois, on voit plus la différence. Exactement. Il aura pris quelques coups, etc. Oui, c'est ça, il faut un peu le brusquer, quoi. On reste à la lettre A, et toujours pas Apple, c'est ASCII, c'est un autre projet crowdfunding, il me semble, Benoît. Ouais, c'est un autre projet crowdfunding, c'est le truc, j'ai vu ça tout à l'heure, je me dis, oh, faut absolument que j'en parle. Moi, je suis partie de ces gens qui sont très angoissés de ne pas avoir fermé la porte. Oui. Tu sais, tu sors de chez toi et tu fermes la porte, et puis tu remontes la rue, et puis tu dis, est-ce que j'ai fermé la porte? Oui, c'est ça. C'est bon. Et non, l'idée, et les gars comme tout, c'est le porte-clés, qui a un détecteur de mouvement, et donc il va détecter quand tu tournes ta clé. Et alors, si tu as bien tourné ta clé, tu as un petit bouton également, tu appuies sur le petit bouton et ça va te faire un petit éclairage pour te dire oui, effectivement, c'est bon, vous avez fermé, ou rouge si tu as oublié de fermer. C'est rigolo aussi, ça. C'est rigolo comme tout. Hein. Ouais. C'est pas bête en plus. Non, c'est pas bête du tout. Enfin, c'est le truc le plus intelligent porte-clés que j'ai vu depuis le porte-clés siffleur. Ouais. Tu fais siffleur aussi. Avec ton téléphone, en Bluetooth, tu peux lui demander de faire un petit signal. Alors, je sais pas si c'est audio ou si c'est juste la petite loupiote qui s'allume. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a une application qui va avec, mais il y a un gros bouton dessus, donc il ne faut pas sortir l'application pour vérifier si on a fermé la porte. Ouais. Donc de bonnes idées qui sont... ça, c'est Benoît, si vous n'avez pas l'habitude d'entendre Benoît, parce que Benoît est là à peu près toutes les 4 semaines, grosso modo à peu près. C'est le dénicheur de petits trucs comme ça. Ceci dit, Sébastien n'est pas en reste non plus et encore récemment a été tout étonné de recevoir un produit sur lequel il avait entre guillemets misé. C'est ça, Seb. Voilà, c'est ça, on en reparlera. Ouais. On aura l'occasion de reparler de ce petit dinosaure ou hippopotame vert que tu as reçu, enfin tu as payé en même temps, mais qui était en crowdfunding également. Ça, c'est un petit plaisir qu'on se fait également. On reste avec toi, Benoît, et un peu plus tard, on nous donnera la parole à Sébastien et il nous fera un tunnel Google I.O., il n'y a pas de souci. Benoît, pour parler d'imprimante et de browser, B comme browser, avec juste une info. C'est vite fait, ça peut intéresser du monde. Alors, oui, c'est plus la tendance, parce qu'elle n'est pas tout de suite disponible chez nous, mais Brother vient de sortir une imprimante qu'ils annoncent comme offrant 2 années d'encre, donc l'imprimante et le pack des encres 2 ans, pour $300 pour le moment aux États-Unis. J'ai regardé, elle n'a pas l'air d'être importée chez nous pour le moment, mais c'est vraiment de moins en moins cher. On se souvient que l'encre, c'était le truc style Gillette, quoi. Tu c'est ça, tu rachetais sans arrêt, et ça coûtait plus cher que l'or. Et là, depuis un an et demi, j'ai l'impression que les marques sont en train d'essayer de se battre pour réduire le prix de l'encre. Je pense que c'est leur dernier argument. Ils n'ont plus trop le choix s'ils veulent en vendre. Mais ici, je voyais l'annonce, effectivement, ils le vendent avec 12 cartouches. Alors, 1 an d'encre, mais c'est pour en imprimant combien de pages? Ou 2 ans? C'est pour... c'est 6 000... Attends, les chiffres étaient dans l'annonce et je viens de la fermer parce que je pensais qu'on passait au sujet suivant. Donc, les nombres de pages, je ne le retrouve plus. Mais c'était genre 6-7 000, c'était quand même pas mal. C'est une estimation, tu sais, il y a des... En fonction de la gamme d'imprimantes, on estime que les gens impriment autant de pages, etc. Ouais. Et donc, c'est effectivement pas pour le bureau avec 300 personnes sur le plateau. C'est pour une PME. En gros, là, c'était 12 cartouches parce qu'il y a 4 cartouches de couleurs, enfin noir plus les 3 couleurs. C'était 3 jeux de cartouches, en gros, pour livrer avec l'imprimante. Seb? Oui, alors c'est ça, c'est 12 cartouches et tu as la noire fait 2400 pages et les autres font 1200 pages. Donc, avec 3 fois ça, t'es à 7000 les pages en tout ça. En noir. En noir et avec un peu de 2 ans. En 2 ans. C'est pas beaucoup quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal d'impressions quand même. C'est sûr. 10 pages par jour. Et sachant qu'on imprime de moins en moins, en plus, parce qu'on a pris cette habitude aussi, je pense, tous, d'imprimer moins. Donc, ça peut tenir 2 ans, c'est possible. Donc, un argument. Un bon plan de tonton Benoît. Allez. Un truc, alors là, j'ai cliqué sur le lien juste avant l'enregistrement. On est à la lettre C comme Cilia, ou comme Cil, si vous préférez. Cilia, c'est une méthode pour imprimer des poils.
Mais pas n'importe quel poêle, les poêles intelligents. Exactement, Marc. Ça vient du MIT, évidemment, le Massachusetts Institute of Technology. C'est un projet donc de recherche pour le moment, c'est pas un produit commercialisé, mais on voit que l'impression 3D révolutionne vraiment plein de secteurs de la fabrication. Et l'idée, c'est comme tu l'as dit, de pouvoir imprimer des poêles. Sauf que comment on va pouvoir les imprimer? On va pouvoir leur donner des caractéristiques différentes. En fonction de ce qu'on veut faire. Et donc, tu vas avoir le poêle que tu vas pouvoir imprimer simplement pour donner de la chaleur à ton résultat, au produit que tu imprimes. Ouais. Tu as le poêle que tu vas imprimer avec des angles qui va permettre de faire se déplacer un objet. Et donc, par exemple, ils ont une démonstration où ils ont une surface avec des poêles, des objets de différents poids, et les poêles sont orientés de façon à ce que les objets trop lourds soient rejetés sur le côté et les objets légers avancent. Et donc, c'est malin comme tout. Ça veut dire que tu imprimes en fait un test, une séparation entre deux types de composants. Ouais. Tu as le poêle qui est relié à un micro et qui va le poêle va amplifier le bruit et ça va permettre au micro de détecter si tu as bougé sur le poêle, dans quel sens, etc. Et puis tu as le poêle bêtement pour faire une brosse. Et donc, tu fais une brosse, elle va pouvoir... Tu sais, sur Photoshop, là, tu as des brosses spécialisées. Oui, tu vas pouvoir imprimer ta brosse spécialisée pour peindre avec. Alors j'oublie un très joli, c'est le velcro aussi. Tu peux aussi c'est ça, le principe velcro. Ouais. Donc, moi, je trouve ça... ça promet des trucs absolument... Tu regardes ce que les imprimantes 3D permettent aujourd'hui aux gens de réaliser. Mais là, c'est quand même, ça va même plus loin parce qu'il y a une forme d'intelligence, l'intelligence du poil. L'intelligence du poil. L'intelligence du poil, exactement. Mais ça remet tout en question, je dirais. Il y a des salons d'esthéticiens, des esthéticiennes qui vont fermer maintenant que le poil est de retour. C'est assez impressionnant. Il y a une petite vidéo qu'on vous a mis également, qui est disponible et qui vous montre tout ça. Et alors après, c'est de la physique, et ils arrivent à faire des combinaisons donc avec ces poils, de faire des choses assez impressionnantes. C'est donc le grand retour, c'est moi qui dis ça dans ce podcast, le grand retour du poil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cilia, c'est comme ça s'appelle. Cilia, c'est comme ça s'appelle. C'est le projet. Ils expliquent qu'ils ont aussi travaillé sur un algorithme, parce que les logiciels qu'on utilise actuellement pour les imprimantes 3D, quand tu imprimes un objet, ça va, mais quand les poils, ça en fait énormément. Et donc, elles sont pas capables de gérer les volumes ainsi, et donc ils ont également développé des logiciels qui sont capables de gérer ce type de volume. C'est incroyable. Vraiment, c'est un projet complet. Ouais. Comme c'est de la R&D, j'imagine que ça sortira sur le marché il y aura une campagne Kickstarter dans 4-5 ans ou 3 ans, et puis ça sera dispo après, mais c'est génial comme produit. Alors, ils arrivent à produire de l'électricité aussi? Non, c'est pas ça. Il y a moyen de s'en servir comme senseur, c'est ça? C'est ça, on peut s'en servir comme capteur, parce que les poils vont enregistrer le type de mouvement. Ouais. Et alors, on peut aussi orienter les poils pour faire bouger des objets. Ouais. Ils montrent des solutions où en fait, en ajoutant une vibration, le poil va transformer la vibration en mouvement linéaire ou en mouvement rotatif. D'accord. Et donc, ça veut dire que tu peux vraiment... T'as simplement un vibreur de téléphone. Ouais. Ils ont ça dans leur démo. T'as un vibreur de téléphone. Et quand le téléphone vibre, le poil le détecte et met en mouvement un objet pour attirer ton attention. Tu vois, un petit drapeau qui se lève ou un truc comme ça. Donc, c'est... Wow. C'est génial. Les gens du MIT sont vraiment frappadingues, mais il faut quand même des chouettes trucs. On pourrait même y trouver un côté poétique si on va jusque-là. Enfin bon, on va pas parce qu'après, tu peux t'imprimer un chat. C'est vrai. Oh, mais un panda aussi, tant qu'on y est. Un panda, oui. Bon, alors, on s'écarte du sujet. On va passer à la lettre D, si tu veux bien, Benoît. D comme détournement. Avec quoi donc? Encore une imprimante, c'est ça? Encore une imprimante, mais alors c'est pas tellement l'imprimante qui compte, c'est ce qui arrive au projet qui... Ouais. Donc c'est un projet d'imprimante 3D Pitchy Press, le nom du produit, et malheureusement un des deux associés s'est barré avec la moitié de l'argent. Ah oui. Et donc tous les gens qui ont soutenu la campagne, c'était un projet de crowdfunding, ils vont sans doute pas recevoir leur imprimante. Alors, pour faire un petit retour en arrière, Pitchy Press, c'était en 2013. Donc il y a quand même quelques années, il y a 3 ans, l'idée de lancer une imprimante 3D à $100, donc vraiment très très abordable. Il y a pas très longtemps, j'avais présenté la Holo
qui est une imprimante à $100. Oui. Et ben, c'était avec le la même smartphone, idée il y a 3 ans. Mais là, en fait, l'idée était, c'était un truc de maker. C'était vraiment le truc. Il partait sur le fait que le son lui permettait de faire diriger un laser pour faire former l'objet avec des gouttes un goutte à goutte. Tu vois, un goutte à goutte de médecine comme tu as dans les hôpitaux, qui faisait tomber un produit salin, qui faisait monter la résine. Enfin, c'était un truc dément, mais qui permettait effectivement, en bricolant, de se faire une imprimante très très bon marché. Et ils ont lancé un projet Kickstarter. Ils pensaient lever 50 000 $ ou 60 000 $. Ils en ont levé 651 000, donc pas mal d'argent. Et malheureusement, un des 2 associés s'est taillé avec la moitié de l'argent. Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que souvent, je présente effectivement des produits crowdfundés en disant, regardez, c'est sympa, c'est marrant. Je pense souvent que c'est sympa, c'est marrant, mais il faut garder en tête que, c'est aussi des startups. Oui. Et des startups, il y en a beaucoup qui se cassent la figure. Pas nécessairement parce qu'ils n'arrivent pas à faire le produit, mais parce qu'on a aussi ce genre de problème. Oui. Il n'y a pas que des gens honnêtes, même dans les nouvelles technologies, il faut toujours le reconnaître. Projet Kickstarter, on avait fait un hors-série sur les que tu nous avais proposé d'ailleurs, sur pourquoi s'intéresser à un projet Kickstarter. En gros, chez Schématis Réfort, je vous renvoie à ce hors-série si le sujet vous intéresse. On n'avait pas tellement abordé justement finalement cette problématique allez, comment je vais dire ça, de côté sécurité judiciaire ou etc. Sébastien, oui. Et à ce propos, si vous n'avez pas suivi notre numéro la semaine passée, l'information était à propos de PayPal. C'est-à-dire que si vous achetez avec PayPal, normalement vous avez une sécurité sur les achats, mais maintenant sur Kickstarter et sur les autres plateformes, vous l'aurez plus à partir de fin juin. C'est ça. Donc, si vous aviez acheté avec PayPal ici, vous avez une probabilité de récupérer votre pognon, c'est bientôt fini. Ça sera plus difficile. On le redit, je veux dire, PayPal, c'est pas une société d'assurance. C'est donc c'est un service qu'ils offraient et manifestement vu l'engouement, ils ont préféré calmer le jeu et finalement on n'a qu'à accepter. Je veux dire, c'est pas de leur faute. Moi, je pense que c'est ce qu'on avait dit dans le hors-série et ça reste très très vrai. Une campagne de crowdfunding, il faut pas mettre plus que ce qu'on est capable d'accepter de perdre. C'est ça. Il faut vraiment le vivre comme étant un don. Oui. Alors, du coup, ça veut dire que c'est chacun en fonction de sa personnalité, en fonction de ses revenus évidemment, mais aussi en fonction de se dire, moi je peux accepter de perdre 100, ou je peux accepter de perdre 10, ou je peux accepter de perdre 1000. Il y a une sensibilité personnelle, ou plus ou moins. Et puis aussi, parfois, ça dépend du produit. Il y a des produits où on va peut-être se dire, tiens, pour ce genre de choses, moi je suis prêt à prendre un risque plus important pour ce genre de truc, je veux pas le prendre. Parce que ce qui me désole le plus quand je vois des campagnes et ce genre de choses, c'est des gens qui disent, mon Dieu, mais... voilà, c'était important pour moi, c'était un gros effort. Si c'est un gros effort, il vaut mieux pas le faire en crowdfunding. Il vaut mieux attendre, le produit finira par sortir et on l'achètera après. On peut regretter effectivement la mésaventure, mais de manière générale. Je veux dire, c'est après, bon, il faut essayer de s'en prémunir le plus possible. On espère que Kickstarter, de son côté, que les plateformes de crowdfunding font un peu attention aussi à ce genre de choses, mais on n'est jamais à l'abri. Je veux dire, quelqu'un qui part avec la caisse, ça peut arriver tous les jours et n'importe où. Mais la moitié, si les statistiques sont effrayantes, la plupart des entreprises n'arrivent pas à leur première année. Celles qui arrivent à leur première année, la plupart n'arrivent pas à leur 3e année. C'est ça. Et c'est pas tous parce que c'est des gens qui n'ont pas su développer un produit. C'est aussi parce que tu as quelqu'un... En fait, ici, je dis qu'il s'est barré avec la moitié de l'argent. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins clair que ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si il a été volontairement... genre je me barre avec l'argent et je le vole, ou s'il a simplement été très naïf. Quand on rentre un petit peu dans l'explication, en fait, il faisait construire sa maison en même temps. L'entreprise, comme il ne s'attendait pas à avoir beaucoup d'argent, ils avaient pas fondé une entreprise et donc l'argent est arrivé sur son compte personnel, sur le compte personnel d'un des 2 associés, qui en même temps faisait construire sa maison, qu'il avait son prêt bancaire. C'est le même principe que chez nous. Tu dois, la banque libère l'argent au fur et à mesure que tu rentres tes factures. La banque lui a embêté pour une des factures. Il s'est dit, c'est pas grave, j'ai un peu de fonds là, je vais le payer, et puis la banque me remboursera. Et puis la banque a aggravé le problème. Et ça, je sais pas si ça a été... Je veux dire, c'est clair que quelqu'un qui fait du business depuis longtemps, qui est dans une entreprise depuis longtemps, ça allume plein de signaux d'alerte. Et on se dit, attention, ça, il faut faire attention. Mais une start-up, elle n'a pas les mécanismes d'alerte, elle n'a pas tout ça. Et parfois, des gens de bonne foi, mais naïvement,
vont faire des erreurs déjà vraiment bêtes a posteriori, mais voilà. Déjà, le fait d'avoir, sur un projet comme celui-là, avoir renseigné son compte bancaire perso chez Kickstarter. Oui, mais c'est parce qu'il s'attendait pas à lever beaucoup de fonds. Oui, c'est ça. Alors, soit effectivement, il l'a fait parce que déjà à l'époque, l'associé s'était dit, je vais piquer l'argent et donc je renseigne mon compte privé. Le point de vue de l'autre, c'est en fait, on s'attendait pas à lever autant, donc on voyait pas l'intérêt de fonder une société. Et donc, mais malheureusement, c'est un phénomène très courant dans les jeunes entreprises. Les jeunes pousses, elles ne délivrent pas toutes. Et donc, il faut être attentif quand on fait une campagne de crowdfunding. Il n'est pas belge. Si on veut bien dormir derrière. Il ne serait pas belge par hasard. Bon. Je passe à la lettre F. F comme faille, et on va pouvoir entendre la douce et mélodieuse voix de Sébastien pour parler de cette faille Mozilla. Oui, vas-y, tiens. Okay. Et donc, oui, ça m'a bien amusé, tiens. Oui. Cette faille, on en a parlé déjà indirectement. Oui, bon, on va essayer dans une faille dans Tor, il y a quelques mois. Oui, on avait parlé de ça, oui. Oui, ça te rappelle quelque chose. Oui, vaguement, oui. Et donc, il y avait une faille qui a été utilisée par le FBI pour démanteler des trucs pédopornographiques ou pornographiques, pédopornographiques et compagnie. Et donc, le fait est que dans le code de Tor, dans le navigateur, il y a énormément de code qui est le même que celui de Firefox, mais qui s'est basé sur Firefox. Et donc, la fondation Mozilla pense que il y a une probabilité certaine que la faille qui a été utilisée pour accéder à Tor soit une faille qui soit aussi présente dans Firefox. Et donc, comme Apple a demandé pour avoir l'information sur la faille vis-à-vis du FBI, eh bien, Mozilla demande aussi d'avoir les informations sur sa faille. Alors, ce qui est assez problématique dans l'histoire ici, c'est que le juge avait donné accès à ce qui a été créé par le FBI pour pouvoir accéder aux informations des gens qui ont été arrêtés. Donc, les coupables, les pédopornographes ont eu accès donc, au logiciel de FBI, ainsi qu'évidemment le département de la justice, mais le juge avait clairement ordonné que il n'y aurait que ces personnes-là qui auraient accès, et personne qui était dans la possibilité de corriger le code ne pouvait avoir accès. D'accord. Donc il y avait vraiment une volonté de garder cette faille dans Tor. Donc voilà, c'est nouveau une petite guerre aux États-Unis pour essayer d'avoir accès à ces failles. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas de raison que Firefox ne puisse pas être corrigé si la faille vient de chez eux. En effet, j'ai rien à rajouter pour le coup. Je sais pas si Benoît avait un truc à dire là-dessus. Non. Tout ça est pétri de bon sens. On passe à la lettre G et ça va être le gros chapitre, on va dire, de c'est l'épisode 81, puisque cette semaine, il y avait l'ouverture de Google I.O. avec un nouveau PDG du côté d'Alphabet, puisque c'est Google, c'est Alphabet, on ne le dit jamais assez. Mais c'est Google I.O. quand même. Mais c'est quand même Google I.O. Donc voilà. C'est la grand-messe des développeurs. C'est ce que le WWDC est à Apple ou le Build est à Microsoft. Ils ont tous leur grand-messe de développeurs et c'est souvent là que sont annoncés les projets du futur proche et du futur aussi lointain, il faut bien le dire. Tu as épinglé une dizaine d'informations et tu me disais hors enregistrement que ce n'était qu'une dizaine par rapport à tout un foisonnement d'informations, mais c'est un petit peu difficile de tout reprendre, donc tu vas garder toi en mémoire quelques éléments. Si nécessaire, dans les prochains épisodes, on reviendra éventuellement sur ceux dont on n'a pas parlé dans ce 81e épisode. Sébastien, on commence avec peut-être le plus important, le nouveau nom pour Android N. C'est quoi ? Voilà. Et donc, effectivement, Android N, on en a déjà parlé un tout petit peu dans les précédents numéros. Ici, on a plus de détails sur ce qui va arriver dans Android N, comme pas mal d'améliorations au niveau performance. On parle de 75% de performance en plus. Et ça, pour les applications de base, pas juste pour ceux qui jouent avec leur téléphone. Donc, il y a vraiment pas mal d'autres améliorations. Le truc faut les lire un petit peu. Je vais pas tout vous reprendre sur Android N, surtout que c'est pas encore final. Non. Ce sera seulement pour le mois d'août.
Mais ce qui n'est pas final non plus dans Android, c'est son nom. Ici, on pensait tous avoir le nom au lancement de la Google I.O. et d'avoir quelque chose comme Google Nutella, Android Nutella, parce que c'était ce qui sortait le plus. C'est toujours un dessert, enfin un goûter sucré. C'est ça. Donc ça pourrait être Tagada, par exemple. Ici, peut-être pas. Et Google a décidé d'ouvrir un site web sur lequel tout le monde pouvait aller proposer son nom et puis pour voter sur le nom qui était le plus sympathique pour Android, et eux vont prendre normalement le meilleur, mais ils peuvent toujours prendre le deuxième s'ils en ont envie. Après tout, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Bien sûr. Et on trouve déjà évidemment des noms comme Nutella, Nuts, Nachos, Nougat et compagnie. Donc, il faut voir si les ayants droit de ces noms sont d'accord. Ah, ça, c'est après à Google, évidemment, d'aller négocier si Nutella n'est pas d'accord. Oui, voilà, donc... Mais bon, voilà. Ça, c'est pour Android. Alors, Android Wear également, la version 2.0 pointe son nez en bêta. Android Wear, c'est le Android pour les montres, c'est ça? C'est ça, Android pour les montres. Et alors, Android Wear 2.0, c'est évidemment la plus grosse mise à jour. Pour ça qu'on l'appelle la 2.0 ici, sur la plateforme. Et qu'est-ce qu'ils ont vraiment modifié? C'est tout l'esthétique de l'interface, tout ce qui est interaction avec l'utilisateur, parce que même si effectivement le truc était déjà pas mal, moi je suis encore assez adepte du truc, eh bien c'était pas toujours pratique. Genre quand vous avez une notification, vous avez votre panneau de notification, vous le faites glisser et vous en découvrez un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis à un certain moment tu te dis bon merde, moi j'ai autre chose à foutre. Et bien ça ils ont changé. Maintenant tu vois effectivement au moment où tu ouvres une notification, tu vois directement un ascenseur qui te montre où tu en es dans tes notifications. Donc tu vas pouvoir directement aller où tu en as envie. Au niveau du lancement des applications, là aussi, tout a été revu pour que les écrans ronds, on ait l'impression d'avoir un arc de cercle, enfin un truc un peu fluide pour naviguer dans les applications, plutôt que d'avoir ce menu flat qu'on avait avant, qui était un petit peu moche. Donc tout ça, c'est vraiment juste des améliorations au niveau de l'interface. On parle pas d'une révolution au niveau des fonctionnalités. Le matériel reste le même, tout ça. C'est vraiment juste l'interface homme-montre. Oui, c'est ça. Et donc tous les boutons aussi de la montre maintenant devient le bouton back, ce qui n'était pas le cas avant. Donc et c'est très utilisé dans toutes les fonctionnalités. Et le truc le plus important probablement pour tout le monde, c'est les complications. Non pas les complications comme des problèmes, mais les complications au niveau des thèmes. Donc sur le cadran de la montre. Ce sont les petits cadrans qui sont sur une montre, les complications, c'est ça. Ça. Et alors il y a une nouvelle API pour ces cadrans, c'est que ça permet effectivement à d'autres applications de fournir des sources de données. Donc si tu fais du jogging, tu peux avoir par exemple le nombre de kilomètres que tu as parcouru, et ça s'affichera sur ton cadran, t'aimer par le cadran. Donc ça ressemblera au look and feel du cadran, et ce sera pas juste un gros truc moche en plein milieu, etc. Donc ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif que ce qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, c'est que quelques des fonctionnalités. Il y en a plein d'autres. Franchement, ils ont bien revu tout le... ça veut dire qu'ils y croient encore à la montre connectée. Ils y croient toujours, effectivement. Même si on n'entend plus beaucoup parler au niveau matériel pour le moment. Non. Ils y croient toujours. Et ça ici, le Android Wear 2.0, il n'est pas encore final. Il est juste en développeur preview, comme ça l'est toujours quasi Google I.O. Et il est dispo donc en preview pour la Huawei Watch et la LG Watch Urban 2. D'accord. Voilà. Donc ça avance de ce côté-là aussi. On reste dans le monde Android avec Android Pay qui se développe également. Oui, et ce ne sera pas pour chez nous, c'est pour, sauf si vous habitez Boston et que vous écoutez notre podcast, et là on vous salue, ou San Francisco ou la Silicon Valley, c'est peu probable, mais si c'est le cas, effectivement, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone pour retirer du pognon à l'automate. D'accord. Donc non seulement tu peux payer tes courses, mais maintenant comme tu as déjà lié toutes tes cartes de crédit sur ton téléphone et que tu n'as pas envie de te promener avec tes cartes de crédit, mais juste ton petit téléphone, après tout Silicon Valley, on va pas s'emmerder à porter des cartes de crédit, et bien quand tu arrives au terminal de paiement, tu swipes simplement ton téléphone, tu mets ton code PIN et tu prends les brosoufs.
Donc voilà, je sais pas comment les gens vont réagir. Je trouve ça encore un petit peu assez atypique comme comportement. Mais c'est Bank of America qui lance ça avec déjà 2400 ATM. Donc c'est pas juste un petit test, ils y croient. Et 5000 ATM pour la fin de l'année. Donc voilà. Bah, oui, enfin là aussi, donc, rappelle-moi le fonctionnement basique du truc, c'est... Alors, tu as Android Pay, tu vas d'abord lier les cartes de crédit à ton téléphone. Et à partir du moment où elles sont liées, tu vas simplement sur donc dans le banc contact, comme on dit chez nous. Et donc, le distributeur de billets, tu mets ton téléphone. À ce moment-là, ton téléphone te demande le code PIN pour valider que c'est bien toi. Et tu reçois ton pognon. D'accord. Donc, il se substitue à la carte, en fait. Hein, il se substitue à la piste magnétique de l'authentification sur la piste magnétique. Tu fais bien de dire piste magnétique parce qu'effectivement, les États-Unis sont essentiellement encore basés sur la piste magnétique, qui est extrêmement peu sécure. Ils n'adoptent pas encore la puce. Ils n'ont peut-être pas besoin d'adopter avec ce genre de choses. Bah oui, justement, ils vont peut-être la zapper, ils vont sauter une étape. Effectivement, tu as raison, Benoît. Mais il reste le problème de l'enrôlement au niveau d'Android Pay. Parce que, voilà, là aussi, ils peuvent pas faire de signature comme nous on le fait sur les applications en Belgique d'Atos. Là, tu dois faire une signature pour prouver que c'est bien ta carte. Là, c'est pas un peu plus compliqué. Ok. On reste toujours chez toi, Seb, avec donc ces annonces Google I.O. Google qui annonce Allo et Duo Kesako. C'est des applications, non? C'est ça? C'est des applications, et c'est encore une application de chat chez Google. C'est la 4000e application de chat. Alors Allo, c'est une application de chat style WhatsApp, donc c'est lié à ton numéro de téléphone. Cette fois-ci, c'est plus lié à Google+, c'est plus Hangout, c'est plus machin. Cette fois-ci, c'est lié à ton numéro de téléphone. Ça te permet de partager des photos, des textes, des machins. C'est intégré directement avec l'assistant de Google. Et tu as aussi, comme WhatsApp, le fait d'avoir de l'encryption de bout en bout et des conversations incognito. Donc, ils ont repris un petit peu le succès de quelques autres concurrents. Et ils en ont refait une petite application de discussion à la sauce Google. Donc voilà, c'est pas encore dispo, c'est juste c'était de la preview sur Google I.O, mais ça devrait arriver. Tu parles d'encryption de bout en bout. J'ai vu un message de Snowden disant qu'en fait l'encryption de bout en bout n'était pas activée par défaut ou quelque chose comme ça. Sur Allo ? Sur Allo. Très bonne question. Je n'ai pas été manger avec Snowden. Non, j'ai pas vu Snowden. C'est sur Twitter. Donc, c'est une information... Ah bah voilà. Donc, si quelqu'un... De toute façon, l'application n'est pas encore disponible, en fait. Non, c'est ça. Elle est en cours de... Enfin, elle va être disponible prochainement, j'imagine. Donc, pas de date. Pas de date, non. Parce que moi, j'ai entendu également qu'il allait y avoir un système de messagerie dans YouTube aussi. J'ai pas de date non plus, mais j'ai lu ça aussi en diagonale sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Ils ont dans ce temps-là, on fait tous des mails. Voilà. Ils ont annoncé Duo en même temps, en fait. Et Duo, là, c'est plutôt une application pour faire de la discussion, mais en vidéo, en 720p, annoncé avec, là aussi, de l'encryption de bout en bout, blablabla. Et selon Google, la possibilité d'avoir cette vidéo en 720p d'une excellente qualité, y compris avec une ligne complètement moisie. Donc là aussi, l'application n'est pas dispo, mais peut-être qu'effectivement, ce sera lié d'une manière ou d'une autre à YouTube. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que certaines icônes y ressemblent, mais ça, c'est le look Google, quoi. C'est une des tendances du moment, les petites vidéos comme ça qu'on peut se partager, s'envoyer. On connaît tous des applications de différentes sortes. C'est vraiment la mode, on va dire. C'est un phénomène de mode. Il faut voir ce que ça va donner sur le court ou le moyen terme. Mais le problème, pour en clôturer sur celui-ci, le problème de Google, c'est quand même, on est vraiment, comme je disais, à la 200e application de chat. Et donc, à un certain moment, est-ce que le public veut encore avoir confiance de s'investir dans une application qui risque de disparaître comme les autres? En effet, et ce qui ne serait pas... C'est pas rare chez Google. C'est pas rare. Et voilà, ça c'est bien de le rappeler aussi. On va laisser Seb reprendre sa respiration. Peut-être aller boire un coup, je sais pas. Elle va pas trop loin quand même. Je vais faire un câlin avec mon petit dinosaure. Avec ton petit dinosaure, par exemple. Pour donner la parole à Benoît, toujours rester à la lettre G comme Google, on n'a pas quitté Google. Et pour parler d'une caméra, la Art Camera, qui est utilisée pour numériser... des œuvres d'art, des toiles, des choses comme ça, c'est ça
Benoît. Exactement. Voilà, en fait, il y a un truc qui s'appelle le Google Cultural Institute. Je connaissais pas. J'ai découvert en voyant la news, qui est en fait une solution de Google pour partager des œuvres d'art. Et une des choses qu'ils font, c'est qu'ils font des images à très très haute résolution, de plusieurs millions de pixels, de plusieurs milliards de pixels, d'œuvres d'art pour pouvoir, tu vois, que tu puisses vraiment voir dans le détail les coups de brosse, les coups de pinceau, pardon, le relief de l'œuvre, etc. Donc tu peux la voir en grand, tu peux zoomer sur des détails, tu peux sur certaines œuvres ou certains artistes mettre vraiment beaucoup de petits détails, aller les voir tous les uns derrière les autres, comme si tu avais l'œuvre devant toi, et en pouvant prendre tout ton temps sans gêner les gens, comme dans un musée. En ayant l'œuvre devant soi avec des outils en prime, parce que même à l'œil nu, on voit pas autant de détails. Oui, exactement. Alors le problème, c'est que ça prend pas mal de temps de faire ces images-là, parce que ça se fait pas avec en mettant l'appareil, en faisant une photo. Il faut en fait faire toute une série de petites photos, puis ensuite les assembler. Ça prend beaucoup de temps. Et donc Google a fait ce que Google fait toujours dans ces situations-là, c'est se dire, et si on fabriquait un robot ? Et donc ils ont fabriqué une caméra robot que tu installes devant l'œuvre, qui est équipée de capteurs pour faire la mesure de distance, tout ce qu'il faut, etc. Et faire les unes derrière les autres, toutes les petites images de façon automatisée. Et résultat, en 5 ans, ils en avaient fait 200 de ces images gigapixels. Et là, ils viennent d'en sortir 1000 de plus. D'accord. Grâce à leur petit robot. Crac. Alors, il faut voir s'ils vont avoir accès à toutes les œuvres qu'ils désirent, parce qu'on le sait, dans les musées maintenant, ça devient difficile pour justement préserver les œuvres d'art. Au Louvre, par exemple, il est interdit de faire des photos, etc. quoi. Oui, alors c'est vrai et faux en même temps, parce que le public peut pas faire des photos, parce que ça abîme les œuvres. Maintenant, les conservateurs font très régulièrement des photos, notamment pour voir l'évolution d'une œuvre. C'est ça. Donc tous les musées, notamment le Louvre, ont des photographes attitrés qui photographient l'œuvre à intervalles réguliers pour faire les cartes postales qu'on vend, mais aussi pour suivre l'évolution. Et donc je pense que les conservateurs seront peut-être sensibles à l'argument qui est de dire on va avoir une image à très très haute résolution. Si on doit faire une restauration, on doit faire un travail sur l'œuvre, on a vraiment beaucoup de détails. Et si on veut la suivre dans le temps, vous aurez une image d'une très très belle qualité. Et c'est quand même qu'une fois une image, donc et ça remplace quelque part. Alors c'est vrai que l'inconvénient, ça remplace des visiteurs, donc il y a moins de gens qui vont dans le musée, mais ça remplace le fait d'exposer l'œuvre, de la rendre très très disponible au grand public. On peut la mettre du coup peut-être derrière un verre ou quelque chose comme ça. Et donc je pense que voilà, oui, il va y avoir la question de savoir s'ils auront l'accès, mais je pense qu'il y a des conservateurs qui seront... clairement, il y en a. Ceci dit, une photo de ce genre-là, enfin une combinaison de photos de ce genre-là sera toujours moins invasive que le nombre de personnes qui vont pouvoir goûter, on va dire, à l'œuvre par le biais de l'internet, enfin en version numérique, quoi. Ça reste toujours d'un bon rapport. Allez, on va voir si Seb est toujours en vie. Salaud. Il finit le câlin. Ça va, il est remonté. Seb, on continue toujours à la lettre G comme Google. On n'est pas sorti du tunnel, je vous le dis tout de suite. Google I.O. et on annonce un partenariat quelque part avec Xiaomi, c'est ça ou je dis une bêtise? Non, tu dis pas du tout de bêtises. D'accord. Parce qu'effectivement, c'était la conclusion du truc. Ils vont travailler étroitement avec Google pour le Xiaomi Mi Box. D'accord. Voilà. Et Kezako, c'est assez courte définition, ça ressemble à une Shield. C'est pas une Shield, mais ça a tout d'une Shield. Ça ressemble à une Apple TV, une Apple TV un peu ça boostée? ressemble pas à une Apple TV. Non, d'accord. Parce qu'une Apple TV, j'aime pas trop, la Shield, j'aime bien. Non, c'est pas un argument, je te demande, est-ce que c'est comparable à une Apple TV? Non, c'est un Google TV en fait. C'est Android TV 6.0 avec de la 4K, du 60 frames par seconde, un truc 4 cœurs, un machin, tout le bazar. Ce qui est par contre beaucoup moins puissant que la Shield, pour comparer les deux bestioles. C'est évidemment au niveau du GPU, on sait pas non plus exploser Nvidia là-dessus aussi facilement. Et au niveau de tout ce qui est stockage, on parle seulement de 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, même si on peut rajouter un peu d'USB. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait avoir sur la Shield pour le moment. D'accord. Sinon, c'est exactement le même genre de petite télécommande que la Shield, on va avoir un contrôleur, exactement. Donc ça se ressemble très fort, donc c'est un petit peu le truc d'entrée de gamme. Okay. Mais ça a le mérite d'exister, c'est très sympathique. C'est marrant que Google fasse un partenariat avec un Chinois pour ce genre, pour du device comme ça, c'est pas courant en fait.
C'est pas courant, mais on peut pas encore dire non plus que ce genre de device soit dans toutes les crèmeries, probablement à cause du prix par rapport à ce que les gens sont prêts à mettre dans ce genre de choses aujourd'hui. Parce que des boîtes de ce genre-là, entre guillemets, on en a tous vu chez AliExpress ou autres sites de vente de chinoiserie, on va dire ça comme ça, en ligne. Il y a pléthore de boîtes. Mais c'est pas avec Android TV, c'est vrai. En général. C'est avec un Android de base et tu souffres un petit peu pour réussir à faire fonctionner tes applications. Ouais. Android TV 6 sur le truc, sur la Shield, pour ceux qui l'ont adopté, franchement, c'est confortable. Quoi, voilà, ça fonctionne. Ok. Ouais. Toujours chez toi, c'est pour parler toujours d'Android. Android Instant, c'est une application, c'est ça ? Non. Non, c'est mieux. C'est mieux qu'une application. C'est mieux qu'une application. Ça a tout d'une application, mais c'est pas une application. D'accord. Mais c'est beaucoup mieux. Okay. Et franchement, ça, c'est un des petits trucs qui est annoncé pour les développeurs, qui va pas se voir demain chez Monsieur Tout-le-Monde, après-demain peut-être, mais c'est, comme j'avais mis dans le titre, TC Revolution. Et là, j'y crois. Franchement, c'est génial. C'est le principe est qu'on a des applications aujourd'hui sur nos téléphones, quelques-unes. Il y a beaucoup de développeurs, il y a des millions d'applications, et il y a des millions de développeurs qui sont frustrés. Bon, pas des millions, mais quand même un petit peu, qui sont frustrés que ces applications ne sont pas installées et utilisées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des utilisateurs qui sont malheureusement pas capables, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de trucs, ils sont pas, je vais pas dire pas capables péjorativement, mais ils sont pas technophiles. Et donc installer, à part le Facebook qui est de base, parfois installer une nouvelle application pour discuter ou je ne sais pas une application pour les recettes de cuisine, c'est mal barré pour l'installer. Ouais. Parce qu'ils doivent aller sur Google Play, configurer leur truc, enfin bref, c'est un cauchemar. Et ici, les gars, ils se sont dit, mais on doit trouver une solution pour que les gens puissent avoir accès plus facilement aux applications, à des fonctionnalités plus riches, sans pour autant, à chaque fois, devoir passer cette barrière d'accepter d'installer cette application. Et donc, partant de ça, ils se sont dit, c'est simple, on a déjà les intents, donc le fait que un site web, quand il va sur une page en particulier, déclenche une interaction avec une application qui soit installée, et bien maintenant, le fait d'aller sur un lien en particulier, on va pouvoir déclencher une interaction avec une application qui n'est pas installée. À partir du moment où on clique sur ce lien, le téléphone va installer l'application, la télécharger, l'installer et ouvrir l'application directement sur la page qui nous intéresse. Donc si c'est une recette de cuisine, qu'on cliquait sur un site quelconque, eh bien il va ouvrir l'application et directement aller sur la recette et on va pouvoir commencer à jouer avec les ingrédients par exemple pour voir suivant le nombre de personnes qu'on est. Et ça, en très peu de temps, parce que les applications sont compartimentées, donc elles sont un petit peu désossées, et on ne va avoir que la fonctionnalité qui nous intéresse au fur et à mesure, sans donner aucun accès à votre téléphone pendant ce temps-là. Ça, on le demandera par la suite, quoi. L'application, si on rouvre l'application par ailleurs, on dit tiens, il faudra tu veux faire une photo, c'est ça, ou rajouter votre adresse email ou une bêtise comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment une révolution pour moi au niveau de l'installation des applications parce que ça permettra d'avoir beaucoup plus de gens qui vont utiliser l'application sans même parfois s'en rendre compte. Ça va être assez fluide au moment où tu surfes sur un site. Donc c'est vraiment une révolution. Et ce qui est encore vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que ça va remonter jusqu'à Jelly Bean. Donc on est vraiment sur des très vieux Android qui vont pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Ça, c'est pas mal, effectivement. Mais ça, c'est vrai que c'est une critique qui est souvent faite par rapport au monde Android. Alors, quand on est né dans Android, on a l'habitude de ça fonctionne, on va sur Google Play, on peut même le faire depuis un site, et ça se cherche automatiquement sur votre smartphone s'il est enregistré, etc. Bon, c'est vrai que c'est un peu, il faut être un peu dedans, il faut avoir envie aussi de se jeter dedans. Alors que chez Apple, sous iOS, c'était quasiment ludique d'installer une application. Ils étaient arrivés à faire un truc tellement simple que tout le monde s'installait 500, 600 applications dans la journée parce que voilà, c'est tellement facile. Ici, on zappe tout, en fait. On facilite l'installation d'une application et on efface même l'idée de l'installer, en fait. Puisque, si je comprends bien, ça va être transparent pour l'utilisateur, ou quasiment. C'est pas mal, effectivement. Bon, allez. On accélère parce qu'on est toujours à la lettre G. On va repasser la parole à Benoît pour parler de Revolve. C'est une application Google, c'est du hardware aussi, non ? C'est pas ça ? Comment ça marche ?
Ah, je ne t'entends pas, Benoît. Je n'ai pas ton son. Alors donc c'est Revolve, c'est pas une application, mais c'est le... C'est assez étrange parce que ça fonctionnait très bien et puis on a perdu Benoît. C'est parti. Parle-nous, Benoît. Parle-moi, par pitié. Sinon, Revolve, pendant ce temps-là, je fais une petite mini fausse introduction. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Benoît râle. Parce que c'est quelque chose qui fonctionnait, qu'ils ont racheté des choses. Je sais pas non plus. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Benoît n'est pas content. Son câble, en tout cas. Ça, c'est un problème. Il y a un problème de câble. Ça, je peux vous le confirmer. On va laisser ça dans le podcast parce que ça fait partie de la vie des technos aussi. C'est de temps en temps se battre avec les technologies, avec la technique qui n'en fait de temps en temps qu'à sa tête. Pour vous rappeler les choses telles qu'elles se passent, je vous le signale. Alors, de temps en temps, Xavier est ici à côté de moi en studio, mais c'est un des rares à venir jusqu'ici parce que lui, il habite au bout de la rue. Mais les autres... Je pense que c'est bon, là. Ah, ben voilà. Voilà, bon, je vais quand même terminer ma petite histoire pour vous rappeler que certains sont en dehors de Bruxelles, puisque le siège central, on va dire ça comme ça, est à Bruxelles, et puis on a nos amis qui sont pour l'un à Namur, l'autre à Nivelles. Prenez Google Maps, hein, si vous connaissez pas, n'hésitez pas, et puis d'autres sont à Wemel. Et puis voilà, on en a même eu dans les failles. Enfin, voilà. Je mettrai les adresses également en lien. Donc voilà, on a retrouvé Benoît, du coup, voilà. Avec du son qui fonctionne. Effectivement, comme Seb l'a dit, je trouve ça absolument honteux. D'accord. Revolve, c'est un petit boîtier. C'est ça, c'est Verdouer, lancé par une boîte que Google a rachetée il y a 1 an et demi. Qui, en fait, l'idée, c'est de te permettre de contrôler pas mal d'équipements dans la maison depuis ton smartphone. Donc, c'est prendre ton smartphone et le monter dans le monde physique. Donc, tu vas, par exemple, avoir des capteurs qui vont... Et du coup, la boîte va, quand on ouvre la porte ou quoi que ce soit, va décider d'allumer une lampe. En fonction de certaines heures, elle va bouger. Enfin, donc, elle va te permettre de contrôler des objets à partir de ton smartphone et en faisant des petits programmes. Par exemple, tu veux dire je suis pas là. Ouais. Et ben quand je suis pas là, il faut quand même allumer les lampes le soir pour qu'on ait l'impression que je suis là et puis on les éteint, tu vois. Donc notre monsieur domotique Seb, il connaissait Revolve Exactement. Alors non, il connaissait pas. Ah ben voilà, il connaissait pas. Le truc absolument honteux, c'est que Google a décidé que bien que les gens avaient acheté ce produit, ils ont racheté la boîte et puis ils ont dit, en final, ça nous embête de gérer ça parce que ça s'appuie sur un service cloud. Donc, on va simplement arrêter vos boîtes, vous en faites des presse-papier, vous les jetez. Point. Ça, c'est honteux, effectivement. Enfin, c'est lourd. Le 19 juin, c'est terminé et puis voilà. Et donc, enfin, ça, c'est une méthode que j'ai du mal à comprendre. Alors, on le disait il n'y a pas 5 minutes ou 10 minutes, que c'est pas la première fois que Google ferme un service. Mais là, il y a quand même eu des gens qui ont mis la main à la poche. Qui ont acheté. C'est pas un produit logiciel qui était offert ou quoi que ce soit. C'est un produit qui était vendu, qui a 1 an et demi. Parce que c'est pas non plus le truc que tu as acheté il y a 10 ans et tu te dis, c'était chouette pendant 10 ans, mais enfin, il est temps de mettre à jour. Non, c'est un truc... neuf. Et c'est pas comme s'ils ne pouvaient pas l'intégrer dans leur développement actuel, cet outil-là, parce que finalement, s'ils ont acheté la boîte, c'est parce qu'il y avait quelque part une valeur qui les intéressait derrière, du développement, etc. Et on en parle tout de suite, d'ailleurs, avec Sébastien, puisque dans cette Google I.O., il était question aussi de domotique et de Google at Home. Google at Home qui est là effectivement pour faire un petit peu de domotique, mais ici c'est pas du contrôle de lampes et de volets, de portes et compagnie. C'est un petit peu ce que Amazon a fait avec sa grosse boîte dont j'ai oublié le nom mais qui était très intéressante. Mais c'est la même chose ici, voilà, ça ressemble à une genre de grosse bougie et c'est un petit haut-parleur avec un petit micro qui écoute tout ce que vous dites et qui peut... Oui, non, parce que Mother ne t'écoute pas. Mother, c'est Amazon Echo dont tu parles. Amazon Echo, merci. Merci. Et donc c'est exactement comme Amazon Echo où tu vas à côté et tu dis j'ai plus de poudre lessivée et le lendemain t'as le facteur qui sonne, tiens voilà ta poudre lessivée. C'est ça. Et c'est un peu le même genre ici que Google veut faire, donc c'est vraiment avoir son assistant dans le truc tout en permettant aussi de connecter ça au téléphone pour te balancer du son partout, tout en permettant d'avoir l'assistant qui te rappelle le fait que t'es en retard pour aller à ton rendez-vous pour le machin. Donc c'est vraiment rentrer dans le monde physique dans ton salon pour pouvoir avoir directement une interface avec toi sans que tu sois connecté avec ton smartphone. Mais ça se base d'une manière ou d'une autre sur les technologies qu'ils ont rachetées parce que c'est pas
Voilà, c'était pas leur trip à la base de domotique. Ils ont pas mal racheté de boîtes, dont Revolve, ce projet révoltant. Donc. Oui, mais enfin oui, on revient sur ton info. Ça veut dire que tu sais pas si demain tu achètes ta boîte là chez Google, tu sais pas s'ils vont la transformer en presse-papier le lendemain. Le bidule Xiaomi dont on a parlé plus haut, pareil, ils peuvent couper les robinets. Xiaomi, non. Le bidule, le télé, lui, il va fonctionner. Il fonctionne de manière autonome. D'accord, oui, Internet, il continue à fonctionner. Mais c'est la même chose avec beaucoup de produits qu'on vous a présentés dans ce podcast. Hein. C'est pas faux. Ce petit, on en aura un numéro, je vous assure. Mais ce petit dinosaure, vous avez plus Internet, vous avez plus de dinosaures. La société fait faillite, vous avez plus de dinosaures. Et il y a plein de produits qu'on vous a montrés qui, à partir du moment comme Modder, comme Nest, comme machin, tout ça, si la boîte ferme, vous êtes cuit. Et encore là, on parle. Mais ils sont allés loin parce qu'en fait, ils ont même carrément dit. Si tu essayes d'installer parce qu'on pourrait imaginer très bien, d'abord, ils auraient pu open sourcer le code, et puis comme ça permettait d'installer un serveur à côté. Mais si tu essayes de le faire, tu peux être condamné. Tu peux aller 5 ans en prison. Ça reste en propriété. Ta boîte, tu dis, OK, elle ne fonctionne plus, je vais la remplacer par un truc à moi, et tu bricoles, et on pourrait imaginer une communauté se monte pour bricoler, 5 ans de prison. Ouais, ça, c'est pas cool. Ça, c'est la loi américaine de base, avec le DMCA et compagnie. Malheureusement, ils auraient pu open sourcer le machin, ça réglait le problème. Ils auraient pu l'open sourcer, effectivement. Mais bon, en même temps, si Google, l'open source, c'est pas leur point fort. Quoi. Non, mais enfin, voilà. Nous pouvons avoir un podcast spécial de débat. On fera un hors-série de 2 heures ou 3. Je prévoirai de la place sur le disque dur. Et si vous voulez vous lancer là-dessus, vous pourrez. Mais là, on reste dans la Google I.O. et toujours avec Sébastien pour parler cette fois de Daydream. Daydream, c'est une chanson. Non, et alors ici, il n'y a pas encore énormément... Oui, peut-être, mais non, je ne connais pas. Ici, c'est une chanson, tu ne connais pas. Il est jeune. Hein. Je suis jeune ou j'ai une mauvaise mémoire pour ce genre de choses. Et donc, on s'en fout. Non ? Non, vas-y, continue. Ma mémoire, en tout cas. Daydream, c'est une nouvelle plateforme pour la réalité virtuelle. Vous savez, j'aime ça. Et même si j'utilise très peu au final, mais je trouve que le milieu est excitant. Et donc ici c'est Google veut lancer sa petite plateforme pour concurrencer un petit peu ce que font d'autres comme Oculus en l'occurrence, où on marche un petit peu sur ces plates-bandes, et ces plates-bandes c'est distribuer des applications. Parce que si tu contrôles la distribution des applications, tu contrôles le pognon qu'on fait avec ces applications, ce que Oculus est en train de faire avec Facebook, et ça plaît pas spécialement à Google parce que c'est aussi sur son environnement. Et donc ils vont faire leur plateforme avec donc le Daydream, mais qui sera aussi lié avec du matériel. Voilà, comme on parle plus ici du cardboard, donc c'est ce genre de lunettes en carton avec des lentilles, mais ici vraiment sur un design plus proche d'un Gear VR, donc l'outil de la version Samsung en plastique, qui serait compatible avec une grande série de téléphones. Futurs téléphones, les passés, c'est perdu. Plus ou moins, ce qu'on a l'air de comprendre. Donc, est-ce que Google a une chance de réussir ? Pour moi, il a une énorme chance par rapport à tous les autres, et non pas parce qu'il a le pognon, parce qu'il a les apps, parce qu'il a les développeurs, etc. Non, parce qu'il s'adresse, contrairement à Oculus, contrairement à HTC, contrairement à tous, il s'adresse pas à un marché de gamers ici, il s'adresse à un marché de monsieur tout le monde qui veut regarder ses vidéos de vacances qu'il a faites l'année passée ou avec la famille et qu'il y en avait un qui est malheureusement décédé, il veut voir ses souvenirs. Eh bien, c'est à ce public-là qu'il s'adresse parce que c'est du matériel qui est bon marché. Ce sera un petit bout de plastique que tu mets autour de ton téléphone. Et donc, c'est un peu ce genre d'application que tu risques d'avoir après. C'est accès à tes photos, accès à tes machins, etc. Et pas le dernier jeu que tu as besoin de mettre sur ta PlayStation, parce que là, il faut la puissance de calcul. Ça y viendra, mais plus tard. Ok, Daydream, donc je reviens plus sur le nom du groupe. C'est pas dispo non plus encore tout de suite, ça va débarquer plus tard. Oui, mais c'est ce que j'avais dit au début en préambule. Sur Google I.O., c'est toujours des choses qui sont, alors des fois disponibles assez rapidement, et puis pour le reste, c'est des fois des projections qu'on se fait. Ça s'adresse aux développeurs aussi, donc il faut leur fabriquer des applications qui vont utiliser cet outil, qui vont peut-être utiliser aussi, pourquoi pas. Et là, on va terminer avec ça, qui va utiliser les nouveaux outils liés à la traduction, par exemple.
Et alors là, on a quelques jours de retard sur le truc, mais ça a été annoncé avant Google I.O. Ouais. Je trouve que ça simplifie tellement la vie des gens quand tu discutes avec des gens en hindou qu'il fallait le sortir. Ouais. Ça m'arrive régulièrement, moi, de discuter avec des gens en hindou. Ouais. Et alors, c'est même possible en chinois, mais je n'ai pas non plus le... C'est plus rare pour moi. C'est plus rare, ouais. Oui. Mais il y a 103 autres langages, si tu veux. Est-ce qu'il y a le néerlandais? Ça m'arrange. Je pense que ça y est. Et même en offline, je pense qu'il y a moyen. Alors, il y a un peu d'ironie dans l'histoire, d'ailleurs, c'est que donc, c'est Google Translate fait juste une mise à jour, et maintenant, il est disponible en genre de petits ronds icônes, comme vous avez sur les discussions Facebook, quand vous avez un ami qui vous parle, si ça vous arrive d'avoir des amis qui vous parlent. Ouais. Sinon, ça sert à rien d'avoir ce genre de traduction, parce que c'est vraiment pour discuter avec probablement des amis. Ouais. Et donc, vous avez cette application qui est ouverte pour discuter avec quelqu'un, vous faites un copier du texte, et puis normalement, vous changez d'application, vous allez faire un coller, et vous lisez la traduction, vous revenez, etc. Et bien ici, vous avez cette petite bulle. À partir du moment où vous avez collé un texte, pouf, elle le traduit automatiquement pour vous. Tu cliques sur la bulle, tu vois la traduction, et hop, la traduction est recopiée quand tu as écrit quelque chose pour répondre directement dans ton application. Donc c'est une intégration de Google Translate plus rapide, quoi. On saute quelques étapes. 100 fois plus rapide. Ouais. Alors c'est disponible, donc comme je disais, en 103 langues. Quasi toutes sont, enfin toutes les plus courantes sont disponibles en offline aussi, les plus usitées. Ouais. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça en offline. Seulement utiliser des WhatsApp, Messenger et compagnie quand vous êtes offline, c'est de toute façon un petit peu plus difficile aussi. Donc, il y a un petit peu d'ironie dans le truc, mais ils sont très contents que ce soit disponible. Non, mais le offline, ça peut être utile justement quand on est en IRL. Tu vois, t'as quelqu'un en face. Mais si t'as déjà pas compris ce qu'il dit, va t'en écrire. Oui, c'est ça. Donc c'est complètement absurde leur truc. Mais il y a une reconnaissance vocale aussi. Oui, c'est juste, effectivement. Voilà, ça c'était pour conclure au niveau de Google I.O. Alors on n'a pas tout dit, hein. Il y avait certainement plein d'autres informations. On aura certainement l'occasion d'y revenir si ça prend de l'intérêt, si ça prend de l'importance. Sébastien gardera un œil là-dessus. Il ne sera pas le seul, évidemment. Donc si vous avez des questions, si vous avez vu des trucs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, où que vous soyez, soit sur Facebook, Twitter, YouTube ou informaticien.be ou lestechno.be. N'hésitez pas, on lit tous vos commentaires, on se les partage entre nous après et on se moque. Non, c'est pas vrai. Sur WhatsApp, ça sert à rien. On répond, mais sur WhatsApp, ça sert à rien. Ok, on passe à la lettre N après la lettre G. Ben oui, mais on a pris du temps. N comme Netflix, avec un tout petit outil. C'est super rapide, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Benoît. Netflix, il lance fast.com. Fast.com, parce que c'est super rapide. C'est un outil de test de connexion. Oui. Il y en a déjà quelques-uns sur le marché, mais Netflix lance le sien. Oui. J'imagine, pour pousser un petit peu. Il est tout simple, effectivement. C'est l'interface style Netflix. Donc, tu vas sur le site, il te fait la petite mesure, et puis il te dit, voilà, c'est ça ta vitesse. Et pas de trucs trop techniques, genre les temps de latence, des choses pareilles. T'as juste ta vitesse de téléchargement, donc ça te permet de te faire une idée en gros, est-ce que je vais bien voir les films Netflix ou pas. Ouais. Avec le petit lien qui va bien pour aller vers Speed Test, on se doute que la technologie... Oui, si tu veux plus de détails, voilà, c'est ça, pour avoir plus de détails. Mais donc, c'est la vitesse de download, quoi, hein, qui te donne, c'est tout. Voilà, ça va, t'as de la bande passante, toi, t'es pas gêné. C'est pas chez moi, en fait, ça, c'est une copie d'écran. D'accord. V comme virus, Benoît, ça c'est une information qui était tombée cet après-midi, que je t'ai refilée. C'est un de nos auditeurs qui me l'avait envoyé, tenez, via Facebook justement, concernant IBM qui se lance dans un truc. Alors là, c'est un petit peu inattendu. Alors effectivement, IBM a développé une molécule qui est capable d'arrêter les virus. Pour le moment, c'est en état de test en laboratoire. Donc, il faudra encore quelques années avant que ça n'arrive vraiment sur le marché. Mais on sait que les virus, les antibiotiques, etc., ça marche pas dessus. Hein. C'est pour ça, quand on a un rhume, ça sert à rien de prendre des antibiotiques. Ouais. Et donc, on n'a pas franchement beaucoup de solutions. On a des antiviraux, mais qui sont très spécifiques, qui marchent pas très bien. Et puis, le problème, c'est que les virus, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que la grippe, par exemple, tu dois faire ton vaccin tous les ans. Ouais. Et même quand tu l'as fait, t'es pas sûr que tu n'auras pas la grippe. Non, parce que c'est le vaccin basé sur celui de l'année précédente, etc. Exactement. Et donc, IBM a travaillé en faisant une espèce d'analyse de grande échelle, en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous les virus? Ils ont trouvé des choses. Et grâce à ça, ils ont pu fabriquer une super molécule qui
fonctionne complètement différemment des antiviraux qu'on a actuellement et qui, en laboratoire, pour le moment, en tout cas, semble effectivement être efficace et pouvoir arrêter une grande variété de virus. D'accord. Donc, on peut espérer que d'ici quelques années, un produit sera commercialisé, les médicaments seront commercialisés. Enfin, si IBM se lance dans l'industrie pharmaceutique, où va-t-on? Il manque plus que... En fait, IBM, apparemment, travaille depuis longtemps déjà dans le domaine médical. Ouais. Et puis, ils sont quand même spécialistes du traitement. Enfin, ils sont spécialistes. C'est une de leurs compétences qu'ils mettent en avant, c'est le traitement de grandes quantités d'informations. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est pas la illogique. modélisation, de l'analyse, de la Voilà, tout à fait. Donc, ça reste une information. Voilà, c'est intéressant. Oui, il y en a beaucoup dans le médical. Gugle aussi est dans le médical. Apple, pas autant que Google et IBM, mais ils essayent aussi avec dans les dernières conférences qu'ils ont faites. Donc, ils sont tous un petit peu le trempé. Parce que d'une manière ou d'une autre dans le médical. Il y a de l'argent. Il y a du pognon, et puis c'est bon pour l'image. Si tu trouves quelque chose, oui, il y a du pognon, c'est clair. Mais c'est avant tout du pognon, je pense. Voilà. Soyons clairs. Mais après, il y a une opportunité technologique. Bien sûr. Parce que pour traiter ce genre de données, tu peux pas demander ça à ton laboratoire du coin. Non, bien sûr. Allez, on termine ce 81e épisode avec la lettre W, comme Sébastien peut très bien nous le faire. C'est de Marc. C'est Marc qui a communiqué à Sébastien. Vous avez vu comment il se débine. Voilà. Sébastien, c'est le what the fuck de la semaine. Avec un truc. Bon, le tampon sans fil, c'est une réalité. J'aurais dit des trucs dans ce numéro, mais j'en reviens même pas moi-même. Et c'est pas une histoire de poil ici. Non, c'est ça qui m'étonne aussi. Ça peut, mais on s'en fout. Voilà. Et donc, Marc m'a trouvé un truc génial. J'insiste. Bonjour Marc. C'est vrai que t'en as l'usage. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi Marc a cherché ça aussi. Tu vois. C'est ça me fait chaque fois penser à la blague du mec. À quoi pensait le mec qui a découvert le lait? Par exemple. C'était peut-être une femme, comme ici. Cette application, c'est effectivement pour application technologie machin MyFlow, c'est pour les femmes. Et donc c'est quoi MyFlow? Ce n'est pas un trousseau de clés avec un bip bip. C'est parce que c'est pour ceux qui ont l'image. Donc si vous avez perdu votre clé, ça vous aidera pas. Mais par contre, c'est un truc en Bluetooth que vous mettez simplement dans un tampon, voilà, pour Marc. Et donc, à partir du moment où vous avez inséré votre tampon, vous avez le petit capteur qui est lié à un petit boîtier que vous avez à la ceinture. Donc déjà, c'est pas très discret, ça fait quand même très médical. Ouais. Eh bien, va dialoguer avec votre smartphone pour vous dire pop, 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 ça commence à déborder. Ah, ouais. Et donc, il est temps de changer le tampon. Ouais. Donc voilà, c'est pour éviter le débordement de tampons. Ça vous coûtera 44 boules pour le capteur, et après il faut encore acheter les tampons. Ça fait penser à la pub. C'est en fait voilà. Cette Dame Nature en numérique, quoi. Attention, le tampon va déborder. Attention. Oui. Il y avait déjà eu une grosse blague sur le web il y a quelques temps sur exactement ce genre de truc, et c'était un hoax après coup. Donc on a tous dit que c'était effectivement, tous vu que c'était un faux projet. Cette fois-ci, ça a vraiment l'air d'être un bon projet. Ça peut rendre. Enfin, j'imagine que ça peut rendre service. On n'est pas un podcast très très féminin, il faut bien le reconnaître. Quand on regarde les statistiques, en général, on a 1% d'auditrices. 1%. Oui, mais c'est le même pourcent que les Lituaniens. C'est peut-être une Lituanienne qui nous écoute. Donc voilà. Perdu, là, où... si elle en a usage, qu'elle nous écrive. Par exemple. Sur YouTube, Facebook, n'importe. Mais dans sa langue d'origine, parce qu'on a un super truc pour traduire. On va tout mettre dans le même panier, ce numéro est riche en enseignement. Ce qu'elle pense aussi, l'histoire avec des poils. Oui, c'est ça. Bon, allez, ça suffit. 81e épisode, il a vécu, c'est ce que vous venez d'entendre. Merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Et si on peut vous demander un petit service, en passant comme ça, j'y pense maintenant, c'est un petit peu notre salaire à nous, des pouces levés, par exemple, des likes, des petites étoiles, j'aime bien, des commentaires. Ça, toi écoute, non, mais ça aide à faire connaître un petit peu notre podcast et plus on est de fous, plus on rigole, donc n'hésitez pas.
Et puis ça fait plaisir à notre ego, ça nous fait un peu, voilà, il faut bien le dire aussi. Non, mais allez-y, n'hésitez pas un seul instant, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire avancer ce podcast. On a du courrier en retard, j'ai 2-3 personnes à recontacter qui m'ont envoyé des mails, j'aurais peut-être dû le dire au début ça, mais c'est pas grave. C'est pour voir s'ils écoutent. C'est pour voir s'ils écoutent jusqu'au bout. Si vous écoutez jusqu'au bout, sachez que je vais vous rappeler dans pas longtemps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Sébastien, à très bientôt. Merci également à Benoît, à très bientôt également. C'est bientôt la fin de saison. On aura l'occasion de reparler, mais on va un petit peu alléger le rythme durant les mois de juillet et août, comme on le fait chaque année d'ailleurs, mais on ne vous quittera pas entièrement. Je vous dis juste ça comme ça en passant, on ira plus dans le détail dans les numéros à venir. À très bientôt, au revoir.